Bonjour à tous les amis, je renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année et je vous souhaite donc à tous une très bonne année 2017. Voilà, ça on n'en parle plus. Alors aujourd'hui j'ai envie de revenir sur un point essentiel et qui je pense au regard de certains retours que j'ai pu avoir n'a pas forcément été très bien introduit. Je veux parler bien sûr de la notion de mode manuel. J'ai imposé cette idée tout au long de cette première année en parlant très vite de ce mode. Je tiens à vous dire, si vous prenez cette chaîne en cours, qu'il faut regarder, avant de regarder cette vidéo, les vidéos sur le mode M, les deux vidéos sur le mode A, ainsi que la vidéo sur la profondeur de champ. Il y a un autre épisode aussi sur les effets de vos réglages sur vos photographies. C'est pas forcément un prérequis, mais c'est quand même pas mal de l'avoir vu pour comprendre un petit peu la suite dans cet épisode. Je vous mets quelques liens d'ailleurs dans la fiche, de l'autre côté, voilà, et les autres dans la description, parce que tout rentrera pas à l'intérieur. En revanche, j'aimerais revenir sur cette notion qui me paraît tellement être une évidence que j'ai un petit peu oublié, ou en tout cas, j'ai pas été assez loin dans le pourquoi utiliser le mode manuel. Quand on débute en photographie, et j'insiste sur ça, quand on débute en photographie, il est sûr que le mode manuel est compliqué à utiliser et à appréhender. On pourrait penser que pour commencer la photographie, un mode A ou un mode S ou encore même un mode tout automatique soit plus simple. C'est à mon sens le plus gros piège dans lequel on peut tomber lorsqu'on débute. Je vais prendre tout au long de cette vidéo l'exemple du mode A car c'est quelque chose qui revient assez souvent et c'est un exemple assez criant. J'ai utilisé les mots débuter en photographie et j'aimerais bien insister là-dessus puisque j'aimerais pas qu'on me fasse un faux procès non plus. L'idée n'est pas de faire la promotion du mode M au détriment de tous les autres, mais un petit peu d'expliquer pourquoi lorsque l'on débute, c'est mieux d'utiliser le mode M. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo part donc du postulat que l'on est dans le cas de quelqu'un qui commence son apprentissage en photographie. Partant de là, tout ce que je vais dire est valable pour les gens qui n'ont pas de notion technique en photo ou qui souhaitent s'y remettre sans forcément griller les étapes. Pourquoi, lorsqu'on est dans cette situation, le mode M est le plus approprié? La première chose, c'est que le mode M nous oblige à prendre en compte les trois valeurs du triangle d'exposition. Ça paraît bête, mais c'est le meilleur moyen pour comprendre les effets des trois réglages sur l'exposition de vos photographies. Quand vous augmentez votre valeur de sensibilité, vous remarquez instantanément que votre exposition augmente. Le but premier lorsque l'on débute, c'est de comprendre les mécanismes de tel ou tel réglage sur votre exposition. En tout cas, c'est la première chose que l'on essaie de faire. Tout ça paraît assez simple dans un second temps lorsqu'on a un petit peu de recul. Mais pour une majorité de personnes, cela n'a rien de naturel lorsqu'on commence, et c'est totalement normal. Et en plus de ça, on reste comme ça assez longtemps. C'est pas forcément évident pendant un petit moment. Et on va voir que le mode manuel n'est pas forcément le mode le plus intuitif et le plus facile. Je connais d'ailleurs des gens dans mon entourage qui font de la photo depuis plusieurs années et qui vous disent d'ailleurs sans sourciller qu'elles ne connaissent pas les effets de leur diaphragme sur leurs images. Le but premier donc du mode M est d'éviter cette catastrophe. Cela me fait une transition toute trouvée pour le deuxième avantage du mode M, qui est de pouvoir quitter le mode automatique de l'appareil photo. C'est-à-dire reprendre un petit peu la main sur ce que l'on fait. Choisir le sujet de votre image, choisir de l'isoler ou au contraire de l'inclure dans un ensemble un petit peu plus grand, choisir de privilégier la qualité de votre image ou à contrario par exemple choisir une vitesse élevée pour figer un sujet qui pourrait par exemple se déplacer, etc. etc. Vous connaissez d'ailleurs maintenant tout ça très bien puisque vous avez suivi la formation depuis le début. Le mode auto choisissant donc quasiment tout pour nous, on comprend que pour reprendre la main sur nos réglages et sur nos photographies, il faut dans un premier temps s'en défaire. Et c'est là que le mode manuel rentre en jeu, puisque c'est celui qui vous permettra de régler tous ces réglages. On m'a également fait remarquer à 2 reprises que le mode M ne servait à rien si on suivait la petite jauge d'exposition pour faire nos photographies, si on lui faisait confiance. Autant se mettre en mode automatique, puisque de toute façon on va faire exactement la même chose qu'en mode automatique. On serait tenté de penser ça si on ne creusait pas un petit peu plus loin, mais c'est sans compter sur le fait que ce n'est pas du tout l'intérêt principal du mode M. En effet, même si dans ce mode, on peut choisir des expositions un peu différentes, très facilement et rapidement. L'intérêt premier du mode M, c'est avant tout de reprendre la main sur les réglages et de pouvoir faire des choix plus tranchés. Autre avantage du mode M, et pas forcément des moindres, on peut, par des réglages forcés, obtenir des expositions un petit peu différentes que celles qui sont calculées par le boîtier. Exemple, si ma photo est un petit peu sombre, lorsque je suis ma jauge d'exposition,
En mode M, vous l'avez compris, eh ben, pas besoin d'imaginer des compensations d'expo, ou même de penser en termes de réglage de mesures d'exposition, suis-je dans le bon mode, etc., etc. Il me suffit d'ouvrir un petit peu mon diaph, ou de changer mon temps d'exposition, et le tour est joué. Le mode M est donc, au final, sur pas mal de choses, eh ben, un petit peu plus simple que des modes semi-automatiques. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Même si on pourrait penser le contraire, a priori. Pour ceux qui n'en seraient pas convaincus, je vous invite à me demander la vidéo bonus sur la mesure d'exposition et sur l'hyperfocale. On y parle à l'intérieur de la règle du f16, aussi appelé en anglais Sunny 16, et de l'hyperfocale. Dans certains cas, d'ailleurs, en reportage notamment, le mode M couplé à quelques techniques simples est bien plus rapide et bien plus efficace que n'importe quel mode automatique ou semi-automatique, parce qu'on va même zapper l'étape de la mise au point. Cela m'amène à vous parler d'un autre préjugé qui persiste sur la rapidité de ce mode. Beaucoup de gens pensent que le mode manuel est invivable lorsqu'on a besoin de faire de la photo très rapidement. C'est sans compter sur pas mal d'automatismes que l'on acquiert très rapidement dans ce mode, et uniquement dans ce mode, puisqu'on a besoin de ces automatismes. Donc on y réfléchit, on les utilise et on va les chercher. Chose que l'on ne fait pas lorsqu'on est dans des modes automatiques. Je vous donne un exemple. L'exemple typique, je suis en mode M et je décide de faire de la photo en extérieur. Jusque-là, rien d'extraordinaire, tout le monde a déjà été très régulièrement dans ce genre de cas de figure. Il fait très beau, il y a donc beaucoup de lumière, je règle déjà mes ISO sur 100 ISO. Sur mes 3 réglages, je n'ai donc plus qu'à me soucier des 2 autres. C'est déjà un grand pas vers l'automatisation de mode M. À moins de changer brusquement d'environnement, imaginons par exemple que je rentre dans un musée, je vais spontanément me régler sur 400 ISO ou 800 ISO. Si j'anticipe et si je m'adapte, je suis capable d'avoir un mode M qui est déjà plus vraiment un mode M. Je sais donc à ce niveau-là que je ne toucherai plus aux ISO pendant les heures à venir, et tout ça sans avoir pris encore une seule image. Avec des techniques comme celle-ci, ou en utilisant la technique du F16 et toutes ses déclinaisons, vous pouvez être aussi rapide qu'un utilisateur moyen de mode automatique. Sauf que vous allez devoir réfléchir en permanence. Et ça, c'est extrêmement formateur. C'est un mode qui vous tire en permanence vers le haut. Vous développez votre capacité d'anticipation, votre créativité, et vous êtes même obligé de faire des choix. Et ça, c'est vraiment positif. Il ne faut pas oublier non plus que les modes automatiques n'ont pas toujours existé. À l'échelle de l'histoire de la photographie, on peut même dire que c'est plutôt récent. Et c'est pas pour autant qu'on n'arrivait pas à faire de la photographie. Bien au contraire. Il ne faut pas oublier non plus que l'apprentissage est malgré tout un effort. C'est une violence qu'on se fait à soi-même. Le choix de la facilité n'est jamais le bon, et en photographie, c'est presque une règle qu'on pourrait ériger comme, qu'on pourrait mettre au-dessus de toutes les autres. On pourrait reprendre ça, par exemple, avec la focale fixe, etc. Plus vous avez de handicap en photographie, et plus vous allez avoir besoin, entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est très vulgaire, mais vous sortir les doigts du cul. Voilà. Plus vous aurez de handicap et plus vous serez obligé de réfléchir. Et ça, c'est un mécanisme qui tire en permanence vers le haut. Et ça, c'est un grand mérite du mode M. Plus vous choisirez des solutions faciles et moins vous aurez besoin de réfléchir. Ça, c'est vraiment valable en photo. Moins vous réfléchirez et moins vous aurez besoin de comprendre. Et ça, c'est le début du n'importe quoi. En tout cas, on se rend compte que c'est un cercle vicieux. Si on devait faire une analogie simple, je prendrais l'exemple de la génération GPS. On pense ce que l'on veut de cet outil. En ce qui me concerne, je le trouve vraiment formidable. Je l'utilise beaucoup au quotidien. J'habite en ville, à Paris, en région parisienne. Donc c'est vraiment un outil qui est très pratique et moi qui me sert très souvent. Ça m'a même sorti des fois quand même pas mal de la merde. Faut être honnête, je suis désolé pour les mots, si c'est un peu cru, mais bon voilà. L'effet pervers de ces appareils, c'est qu'une partie des gens de moins de 25 ans qui n'ont connu que ça, n'ont plus aucun repère. L'appareil faisant tout à notre place, nous n'avons plus besoin de prendre des repères. Plus besoin de stimuler nos réflexes d'orientation, plus besoin de retenir le nom des rues, ou encore de prendre des repères visuels, en gros plus besoin de s'orienter. Même lire un plan pour certaines personnes est insurmontable, puisqu'on ne le fait plus. Là où on s'en rend compte, c'est vraiment lorsque le smartphone tombe en panne, ou lorsque l'on capte plus le satellite en question, lorsqu'on n'a plus de batterie, ou que par exemple l'application plante. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'un GPS ne peut pas fonctionner, que ce soit sur un smartphone ou que ce soit un objet à part entière, le GPS à part entière. En gros, tant que la technologie est une assistance, lorsqu'elle est un outil qui nous aide, tout va bien. Mais lorsqu'elle remplace le libre arbitre et l'intelligence de l'homme, on en devient dépendant. Et cette dépendance nous empêche, on va dire par facilité, à réfléchir par soi-même et à faire des choix. C'est pareil pour le mode automatique de l'appareil. En gros, il réfléchit pour nous, il réfléchit à notre place et on perd tout contrôle sur les choses.
Parlons maintenant un petit peu du mode A. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu les 2 vidéos sur le sujet, je vous invite à le faire. Et pour les autres, eh bien, je vous préviens que je vais reprendre quelques éléments de leur contenu. Le mode A étant par excellence le mode principal de la créativité, puisqu'il nous permet de régler le diaph et donc de faire confiance à l'appareil photo pour les 2 autres réglages. Bon, il existe quelques variantes, je vous invite à aller voir les vidéos si vous n'êtes pas encore au fait sur le mode A. Quand on débute en photo, on s'intéresse plus à ce mode de prise de vue qu'à celui de la vitesse. Par exemple, le mode S chez Nikon ou TV chez Canon, etc. Parce qu'il nous permet de gérer notre profondeur de champ. Et ça, en général, ça nous intéresse. Il paraît donc au premier abord être le mode idéal pour commencer en photographie. Il est simple, en général il est plutôt efficace dans ses choix et il est très séduisant en reportage, en portrait ou encore en paysage. En revanche, ce mode est vraiment super à condition de maîtriser les 3 éléments du triangle d'exposition. En effet, l'élément important et qui est mis de côté dans ce mode d'exposition, c'est le temps de pose bien sûr. Et souvent c'est lui qui pose problème. Le problème que l'on rencontre souvent en mode A, c'est lorsqu'on se retrouve dans des conditions de basse lumière notamment. On ne va pas rentrer dans les détails, vous avez vu ça dans l'épisode 20.3 partie 1 et 20.3 partie 2, mais pour faire simple, ça dépend de votre mode d'ISO, automatique, manuel, et surtout de la configuration de votre boîtier. Donc en gros, il va falloir avoir des notions de vitesse, savoir si l'on risque de rencontrer des flous, de bouger, donc prendre en compte aussi d'autres éléments comme la focale que vous allez utiliser, ou la vitesse du sujet photographié. Est-ce qu'il est immobile? Est-ce qu'il se déplace? Et si oui, à quelle vitesse? Si je suis dans une situation extrême, mon boîtier choisira-t-il de sous-exposer mon image plutôt que d'utiliser une vitesse d'obturation qui rendra mon sujet flou, etc., etc. Autant de questions que l'on devrait se poser à chaque fois que l'on tourne la molette en mode A. Et lorsqu'on débute, on n'a pas tous ces éléments de compréhension. En tout cas, on n'a pas toutes les armes pour bien régler un mode A. Mieux que ça, on se rend compte que certaines personnes qui ont débuté dans ce mode, même pas mal de temps plus tard, les notions de vitesse sont des choses très très floues pour eux, sans faire de jeu de mots. Autre problème du mode A, c'est qu'il impose une bonne connaissance des modes de mesure d'exposition de son appareil photo, et d'être dans le mode qui convient en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Pour ce réglage, le mode A ne tolérera aucune approximation. Donc si vous n'êtes pas au fait de la mesure d'exposition, déjà je peux vous dire que le mode A n'est pas du tout fait pour vous, où il est un mode d'apprentissage, un mode dans lequel vous avez envie de progresser, mais en aucun cas un mode de confort. Tout comme pour la vitesse tout à l'heure, en mode A, la mesure d'exposition est soumise aux automatismes de l'appareil. Je n'ai donc pas vraiment un contrôle simple sur ce paramètre, à moins bien sûr de maîtriser complètement mon mode A. En mode manuel, même si je ne connais pas toutes les subtilités de la mesure d'exposition, et c'est forcément le cas du débutant, si je constate que ma photo n'est pas correctement exposée, je modifie mon réglage et je reprends la main sur les choses. Pour la vitesse, cela m'oblige également à comprendre les phénomènes, à identifier ce qui ne va pas et à corriger les problèmes. En mode automatique, si l'appareil photo se trompe, et si vous le confrontez plusieurs fois aux mêmes conditions, il se trompera autant de fois que vous déclencherez. Un opérateur averti saura s'en sortir, un débutant qui ne maîtrise pas encore son triangle d'exposition sera bien embêté car il ne saura pas identifier le souci et donc pourra encore moins le régler. Le problème du mode A quand on débute, et c'est un petit peu là d'où vient cette envie générale du plus grand nombre en tout cas à l'adopter, c'est qu'il se débrouille très bien dans une grande majorité de cas. En revanche, en situation difficile, il posera problème aux débutants qui, en plus de ne pas pouvoir reprendre la main sur ses réglages facilement, ne sera pas dans une démarche de compréhension, car l'appareil fait tout pour lui. Et ça, c'est toute la difficulté. Alors, il apprendra les notions de diaphragme, il saura gérer une profondeur de champ, mais en ce qui concerne la vitesse, ça sera au second plan. Et l'ISO, on va même pas en parler. Le mode M est donc le meilleur mode pour l'apprentissage de la photographie, à mon sens, car il permet d'avoir une pensée technique structurée et surtout de comprendre pas à pas les effets des 3 réglages sur vos photographies. On verra par la suite que ce n'est pas forcément le meilleur mode pour se concentrer sur d'autres choses, comme le choix de son sujet ou encore son cadrage, et que par la suite, le choix par exemple d'un mode semi-automatique comme le mode A ou le mode S, c'est AV et TV pour les canonistes, sera une très bonne stratégie pour la suite. C'est pour cela que dans la formation brute de capteur, on a commencé par le mode M et on est allé par la suite vers le mode A. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est un petit peu du fais ce que je te dis et surtout pas ce que je fais. Et oui, puisque dans une autre vidéo, j'ai dit que j'utilisais essentiellement le mode A.
pour faire des photos, on va dire, aujourd'hui, au quotidien. Que ce soit de manière professionnelle, pour un reportage, pour un mariage, pour des photos souvenirs, etc., etc. Il est vrai qu'en dehors du studio, aujourd'hui, j'utilise quasiment à 100% le mode A. Mais à contrario du débutant, je maîtrise vraiment les 3 paramètres et j'en comprends beaucoup de subtilités. Je suis aujourd'hui capable, dans un contexte donné, d'avoir un mode A très adapté à ce que j'ai besoin de faire. Je vous donne des exemples, par exemple une vitesse minimum d'obturation, un ISO maximum, un mode de mesure d'exposition adapté, etc., etc. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, je vous invite vivement à aller voir le mode A, les vidéos sur le mode A, vous allez vraiment apprendre pas mal de choses. Je sais que cette vidéo va susciter beaucoup de désaccords, tant pis. Il faut savoir que ce n'est que mon avis, mais je me base aussi sur les gens que j'ai pu croiser et aussi sur les petits cours que j'ai pu donner, les petits cours gratuits que j'ai pu donner ces dernières années. Il est vrai que le mode M est plus difficile à aborder quand on commence, car au début, il faut tout régler soi-même, c'est pas évident, on comprend pas toujours ce qui se passe, mais si on dépasse ce cap, si on fait cet effort, vous verrez que vous n'aurez plus besoin de vous poser de questions sur les notions de vitesse, de diaph, de sensibilité, etc., etc. Vous allez même apprendre des choses sur la mesure d'exposition par la suite. En tout cas, tout deviendra une seconde nature, et ça, c'est le meilleur moyen d'aborder ce qui se passera plus tard, la suite de l'apprentissage. Cette vidéo est terminée, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui me fait plaisir, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous savez aussi que vous pouvez me retrouver sur le site internet et sur le Facebook en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de votre écran, donc sur le petit i. Nous, on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine, mercredi 11 h, et d'ici là, n'oubliez pas de partager. Ciao, ciao! Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.